Le cinéma est né en 1895 et on va dire qu'il y a deux grandes périodes pendant le cinéma muet. Il y a une première période qui va de 1895 jusqu'à 1915 et une deuxième période qui va aller donc de 15 jusqu'à 27-28. La première période qui va jusqu'en 1915, on va l'appeler le cinéma primitif ou le cinéma des premiers temps. Cette période-là est encore une fois dédoublée en deux sous-périodes. Une période qui va de 95 jusqu'à 1908, qu'on va appeler le cinéma des attractions. C'est-à-dire que le cinéma, à l'époque, est considéré comme une attraction. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va attirer les spectateurs. C'est quelque chose qui va attirer les spectateurs dans un lieu qui n'est pas forcément un cinéma. Ça peut être une salle un bar, ça peut être un cirque, ça peut être une foire, ça peut être un théâtre, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un cinéma qui est, encore une fois, un cinéma des attractions, j'insiste bien. Alors, à partir de 1908, on va commencer à construire des salles, 6, 8, on va commencer à construire des salles de cinéma spécialisées. Et on va donc dire que le cinéma se sédentarise. Ça veut dire qu'il commence à trouver des lieux, des espaces dans lesquels il va être dominant, où il va être l'élément central. Voilà, donc ça c'est la première période jusqu'en 1915, j'insiste bien. 1915, il y a un film qui est fait aux États-Unis qui s'appelle Birth of Nation, qui est un film qui n'est pas important au sens scénario du terme, mais qui est fondamental au sens montage du terme. On va dire que dans ce film se met en place le montage classique, se met en place l'écriture du montage qui va devenir la grammaire cinématographique. Donc on estime que ce film est une rupture, mais non plus une rupture par rapport à l'économie du cinéma, puisque finalement quand on parlait tout à l'heure des salles de cinéma, on était plus dans l'industrie, l'économie, la sociologie du cinéma, alors que là on parle vraiment du langage cinématographique, du montage, de l'écriture ou de l'art cinématographique, si vous voulez. Et donc ce mélange dans ce cinéma muet des évolutions industrielles, technologiques et esthétique et culturelle. Donc c'est là qu'il faut bien démarquer les choses. Donc à partir de 1915, grâce à ce cinéaste américain David Wark Griffiths, se met en place, j'insistais bien, donc le langage. Et après, entre 15 et 20, ce langage va devenir, va être accepté un petit peu par tout le monde. À partir de 20, on va rentrer plutôt dans ce qu'on va appeler l'âge d'or du cinéma muet, c'est-à-dire la fin de cette période-là, où les grands maîtres vont commencer à faire des films, vont succéder un petit peu, je dirais, aux pionniers du langage, comme Griffiths, pour devenir des pionniers de l'art, ou de l'esthétique du cinéma. Mais évidemment que les Murnau, les Lang, les Eisenstein n'auraient pas pu commencer s'il n'y avait pas eu justement les Griffiths, voire même les Méliès, voire même les Lumières, qui ont ouvert le chemin. On connaît très bien les images, les premiers films de Louis Lumière, l'arrivée du train dans le gare, le sortie de l'usine, enfin tous ces trucs. Mais après, des gens commençaient de raconter des histoires. On a commencé avec Méliès. Les pionniers, très clairement, c'est Dixon, Lumière et Méliès. Maintenant, il y a d'autres personnes que les historiens du cinéma ont fait un petit peu émerger de l'histoire petit à petit, des personnes très intéressantes comme Alice Guy, qui était celle qui supervisait la production de tous les films Gaumont, ou d'autres personnes comme Ferdinand Zecca, qui était le même un petit peu chez Pathé. Le cinéma des premiers temps, c'est un cinéma de marque. Ça veut dire que c'est Pathé, c'est Edison. C'est pas Zecca ou Alice Guy ou Dixon. Il n'y a même pas le générique avec le nom de l'acteur, ou avec le nom du chef-op, ou avec le nom du réalisateur. Il y a la marque. Et cette marque va dominer. Starfilm était plus importante que Méliès, alors que c'était la société de Méliès. Donc encore une fois, la notion de pionnier, elle va s'individualiser beaucoup plus, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'avènement et l'apparition de cinéastes comme Griffiths, qui vont commencer on va commencer à se demander qui est derrière ce montage, qui est derrière ce choix d'acteur, qui est derrière ce rythme au montage. À la fin de période cinéma muet, dans les années 20, entre 25, même 22 jusqu'à 1929, le cinéma était peut-être le plus visuel. La caméra bougeait, la caméra faisait des choses extraordinaires. C'est très raffiné, très sophistiqué. D'ailleurs, on a tout inventé avec le cinéma muet. C'est compliqué parce que c'est quand même très ancien et les enfants, ils ne sont pas du tout habitués au cinéma muet, même si en ce moment, il y a eu un petit regain
de projection sur les télés. Je ne suis pas sûre que ça soit ce qui montre aux enfants. Donc effectivement, aujourd'hui, peut-être pas grand-chose, même si c'est l'origine du cinéma, on va dire. Une période clé. Il fallait chercher du coup vraiment une émotion à travers une improvisation, ce qui est pas forcément facile tout le temps. C'est assez intéressant et finalement on recommence quoi. On refait le film. Le cinéma et la musique, c'est comme ça. Il y a toujours un mariage de l'image et la notion de musique. Parce que même un montage d'un film, quelque part, c'est la musique. Comme c'est monté, c'est rythmé. Je veux dire, le cinéma n'existe pas sans musique. Donc nous, on utilise, je vais plutôt dire qu'on écrit de la musique à trois. On est un trio guitare, contrebasse, batterie, et puis on se sert de toute la musique qu'on connaît finalement, de toutes les influences qu'on a. Pour avoir vu déjà des musiciens travailler sur des films muets, il faut avoir une vision comme ça de l'ensemble du film. Il faut ensuite avoir une vision évidemment des pics d'intensité dramatique présents dans le film, voir si justement on colle à ces pics d'intensité dramatique, si on joue sur le contrepoint ou pas, si on va essayer d'amener une musique qui va amener de la joie sur une séquence qui est plutôt triste, ou alors au contraire si on va coller, si la musique va illustrer ce que l'on voit à l'image. Il y a donc différentes conceptions, différentes façons de le voir. On n'instrumentalise pas la musique. On vient avec notre instrument et puis on exprime quelque chose avec. On se dit pas, tiens, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, je vais jouer du marimba parce que ça correspond au film. On n'est pas assujetti à la problématique de l'instrumentation. On a 3 timbres différents qu'on va essayer de mettre en valeur au maximum en fonction plutôt des thèmes qu'on va jouer, quoi. L'image a un pouvoir émotionnel, la musique a un pouvoir émotionnel, donc on additionne les deux. On voit pas mal de choses venir à l'espace Renaudie. On voit du ciné-concert, on voit du concert, du théâtre. Et moi, j'aime bien cette formule-là pour les jeunes. J'aimerais qu'ils voient des petites séances de ciné des années 30, enfin tout ce qui est Charlie Chaplin. Ça, j'ai bien envie qu'on leur montre. Pour nous, ça s'adresse actuellement à des enfants de maternelle, d'âge maternel, les 4, 5 ans, 6 ans. Ils sont en pleine période d'apprentissage et on a envie de leur faire découvrir un tas de choses.
Actuellement, ça ne va pas susciter grand-chose dans la mesure où c'est souvent sociétal et actuellement, ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche beaucoup d'effets spéciaux, de la rapidité, de la couleur, des cascades. Donc là, il faudrait les sensibiliser, tous nos jeunes, pour pouvoir revenir et montrer quel intérêt peut avoir ce type de cinéma et ce qui en est découlé aujourd'hui. Nous, on fait partie de la mairie d'Aubervilliers, mais on fait partie aussi du service culturel. Donc c'est eux qui font la programmation. Et nous, on exécute. Après, c'est du partenariat. On pourrait avoir notre mot à dire, essayer de faire un peu de programmation. Mais c'est eux qui le font, donc c'est très bien. Il compte toujours, Charlot, parce qu'il a rendu le cinéma un art vraiment populaire dans le monde. C'est vraiment un de nos premières vedettes de cinéma mondialement. Quand vous voyez à quel point Charlot plaisait autant aux surréalistes les plus élitistes qu'aux spectateurs les plus populaires, on voit bien que tout le spectre des spectateurs aimait Charlot. C'était pas possible de ne pas aimer Charlot. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un acteur qui est aussi connu dans le monde entier et qui a tel public qu'il suit comme ça? Non, je crois pas. En 1914, quand Charlot va commencer à apparaître, le cinéma est encore un art d'ilote, un divertissement d'ilote, pour citer un critique de l'époque. Pour le dire autrement, c'est un spectacle pour imbéciles. Et donc Charlot va arriver, et Charlot va amener l'âme, Charlot va amener l'universalité. Charlot va être non seulement la première star du cinéma, mais Charlot va être le cinéma.